Mon père lève son verre, à mes enfants. Il nomme mes frères et ma sœur, mes momets. Assise là, je dépose mon verre et pars. Avant le dessert, je suis sur l'autoroute. 2 jours après, il m'envoie un message, où es-tu allé? Il y a des moments qui ne s'annoncent pas comme des tournants. Ils arrivent discrètement au milieu d'une phrase prononcée par quelqu'un d'autre et, au moment où vous comprenez ce qui vient de se passer, la phrase est déjà terminée et tout le monde est passé à autre chose, et vous êtes la seule personne dans la pièce à y être encore figée. J'ai été la seule personne dans la pièce la majeure partie de ma vie. Je m'appelle Rosalie Beaumont. J'ai 31 ans. Je suis architecte paysagiste et je vis à Lyon, en France. Et pendant 6 mois de juillet consécutifs, j'ai conduit 6 heures vers le nord jusqu'au lac des Érables, en Normandie, pour bâtir une tradition familiale que personne d'autre n'était disposé à bâtir. J'ai rempli le garde-manger. J'ai réservé le chalet. J'ai appelé le gérant immobilier. J'ai coordonné les couchages, confirmé les permis de quai et m'assuré que les kayaks étaient gonflés à l'arrivée de tous. Et le dernier soir du voyage du 35e anniversaire, mon père s'est levé à une table de restaurant devant 14 personnes et a porté un toast à ses enfants, et il a prononcé 3 noms dont aucun n'était le mien. J'ai posé mon verre. J'ai pris mes clés. J'étais sur l'autoroute avant qu'il ne termine. C'était il y a 8 mois. Voici ce qui a précédé et ce qui a suivi. Mon père, Gérard Beaumont, est un homme qui se croit plus chaleureux qu'il ne l'est. Ce n'est pas une chose cruelle à dire. C'est simplement la chose la plus juste que je sache de lui. Il raconte de longues histoires au dîner. Il tape les gens sur l'épaule lorsqu'ils entrent. Il dirige une entreprise de toiture commerciale à Saint-Étienne depuis 30 ans, et il connaît le nom de tous ses clients, les équipes de football de leurs enfants, les clubs de lecture de leurs femmes, l'année de la mort de leurs chiens. Il fera un détour de 40 minutes pour déposer une bouteille de vin lorsque quelque chose de bien arrive à quelqu'un qu'il connaît à peine. Il a 3 enfants. Michel a 38 ans. Rémi a 35 ans. J'ai 31 ans. Il a toujours retenu leur nom. Je veux être prudente en parlant de cela parce que j'ai passé des années à rejeter ce que je remarquais comme de l'hypersensibilité. Je ne suis pas une personne dramatique. Je ne suis pas le genre de femme qui cherche les blessures dans les choses ordinaires. Je suis architecte paysagiste. Je conçois des parcs, des cours d'école et des jardins sensoriels, et j'y suis réellement doué. Et je trouve ce travail significatif d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait d'être vu par ma famille. Je veux que vous sachiez cela de moi avant de vous raconter la suite. Mais être le 3e enfant d'un homme comme mon père vous apprend des choses très tôt. Cela vous apprend que son attention est une ressource limitée déjà distribuée et que l'attribution a été décidée quelque part avant votre arrivée. Michel l'a eu parce qu'il était le premier, parce qu'il jouait au hockey et parce que, dès son plus jeune âge, il possédait une qualité que mon père reconnaissait comme la sienne, la capacité d'entrer dans une pièce et de l'emplir complètement. Rémi l'a eu parce qu'il était le drôle, celui qui se mettait dans des situations que mon père trouvait secrètement délicieuses. Il disait souvent que Rémi lui rappelait lui-même à 22 ans et il le disait avec une satisfaction presque physique. J'étais celle qui est venue après. Je dessinais des choses. Je plantais des choses. Je lisais à table avant que ma mère ne me dise de ranger mon livre. Je n'étais pas bruyante et je n'étais pas difficile. Et je pense que mon père a perçu mon calme comme une absence de besoin. Un enfant qui ne poussait pas ne s'enregistrait pas comme un enfant qui voulait quelque chose. Je ne pense pas qu'il ait décidé cela consciemment. J'ai longtemps réfléchi à cette question, y compris lors de nombreuses séances avec le docteur Léandré, une thérapeute que j'ai commencé à consulter environ 14 mois avant l'épisode du chalet. Et ce à quoi je suis arrivé, c'est ceci: mon père a été élevé par un homme nommé Gérard Père, qui ne voyait que les personnes qui exigeaient d'être vues. Son propre père n'avait aimé que dans le registre du volume et de la réciprocité. Si vous vous manifestiez bruyamment, il vous remarquait. Si vous vous manifestiez discrètement, vous étiez un meuble. Mon père a absorbé cela entièrement sans le savoir. C'est le genre de blessure qui traverse les familles comme une habitude. Personne ne choisit de la porter, et la plupart des gens ne remarquent jamais qu'ils la transmettent. Alors, je suis devenu la personne qui organisait les choses. Non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce que personne d'autre n'allait le faire. Et je le pouvais, et je continuais de croire, dans une partie silencieuse et inexplorée de moi-même, que bâtir quelque chose finirait par me rendre visible aux yeux de l'homme qui ne m'avait pas vu depuis que j'étais assez grande pour le remarquer.
Les week-ends au chalet m'appartenaient dans tous les sens pratiques. Pendant 6 années consécutives, j'ai réservé le chalet du lac des Érables par l'intermédiaire d'un gérant immobilier nommé Daniel Kowalski, qui connaissait ma voix avant de se souvenir de mon nom parce que j'appelais chaque printemps pour confirmer nos dates de juillet. J'ai établi les listes d'épicerie. J'ai confirmé les permis de quai auprès du département chaque mai. J'ai organisé les couchages en fonction de qui venait cette année-là et du nombre d'enfants. L'année où Sacha, la petite amie de Rémi, a développé une allergie aux noix et personne n'a pensé à me le dire avant 48 heures avant l'arrivée. J'ai conduit jusqu'à 3 magasins différents dans une ville où je n'habitais pas à 21 h et j'ai rempli 2 sacs en papier de collation sûre pour elle. Je les ai laissés dans le garde-manger sans en dire un mot à personne. Ni à Sacha, ni à Rémi, ni à mon père. Ma collègue et l'une de mes amies les plus proches, Petra Angelton, m'a entendu décrire l'un de ses week-ends un jour et a dit quelque chose auquel je pense encore. Elle a dit, « Rosalie, tu es l'architecture. Personne ne pense à l'architecture tant que le plafond ne s'effondre pas. » Je lui ai dit que c'était une métaphore sinistre. Elle a dit, « C'est juste, pourtant. » Elle avait raison. Mon père ne m'a jamais remercié pour tout cela. Je me suis dit pendant des années que c'était bien, que la tradition valait la peine d'être bâtie quoi qu'il arrive, que quelqu'un devait être la personne qui faisait que les choses se passaient. Je me suis raconté cette histoire tant de fois et avec un tel engagement que j'ai cessé de remarquer que je la racontais. Le dîner du 35e anniversaire était mon idée, comme tout le reste. J'avais conduit jusqu'au lac des Érables un jour entier à l'avance pour tout préparer. J'ai acheté des fleurs au marché de la ville, des tournesols et des dahlias blancs, et je les ai arrangés dans 2 vases en verre dépareillés que j'ai trouvés au fond du placard de la cuisine du chalet. J'ai fait une réservation dans un restaurant appelé le Héron Bleu 6 semaines à l'avance, nappe blanche, bonne cuisine, à 30 minutes du chalet. J'ai écrit une carte signée par les 3 enfants et par Sacha, la petite amie de Rémi, car Rémi avait oublié d'en acheter une et m'avait demandé par message le jeudi si je pouvais m'en occuper. Il y avait 14 personnes à ce dîner. Mes parents, Michel et sa femme Caroline, Rémi et Sacha. Les parents de Caroline, qui venaient de Bretagne. 3 amis de longue date de mes parents, les Abbott. 2 clients d'affaires de mon père devenus de véritables amis de la famille au fil de 20 ans. Et la sœur aînée de mon père, tante Delia, qui était venue de Marseille spécifiquement pour l'occasion. Et moi, dans le blazer marine que j'avais emporté parce que j'avais cherché le restaurant et qu'il y avait des nappes blanches, et j'ai pensé que cela justifiait un blazer. Tante Delia était assise en face de moi. Elle a 64 ans. Elle est la seule personne de ma famille élargie qui m'ait toujours regardé directement quand je parlais. Le genre de regard qui signifie qu'elle écoute réellement au lieu d'attendre son tour. Elle avait apporté une bouteille de vin. Elle a dit qu'elle l'avait gardée pour une occasion qui la méritait. Elle l'a ouverte à table et l'a versée elle-même. Mon père s'est levé à mi-chemin du plat principal. Il fait ça lors des dîners. C'est sa signature, le geste que ses clients adorent. Il tapote son verre, la table se calme, et il parle. Il est vraiment doué pour ça. Il parle de ce qui est célébré avec l'aisance de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de savoir si une assemblée l'aimait, car les assemblées l'ont toujours aimé. Ce soir-là, il a parlé de 35 ans. Il a parlé de la patience de ma mère et de ce qu'elle avait bâti en silence. Il a parlé de la tradition du chalet et de la façon dont elle était devenue la chose qu'il attendait le plus toute l'année. Il a utilisé le mot « famille » 4 fois. Il était plus que bon. Certaines des personnes à cette table le connaissaient depuis des décennies et elles souriaient comme les gens sourient quand quelqu'un dit exactement la bonne chose au bon moment. Puis il a dit, et à mes enfants qui donnent un sens à tout cela. Il a levé son verre. Michel. Il a regardé Michel. Michel a levé son verre. Rémi. Il a regardé Rémi. Rémi a souri et a levé son verre. Mon père a marqué une pause. Ce fut une courte pause, une demi-seconde, le genre que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Je l'ai remarqué. J'ai remarqué cette pause, sous une forme ou une autre, toute ma vie. Et il a légèrement tourné la tête. Pas vers moi, mais vers le lointain, comme quelqu'un tourne la tête quand un mot est juste hors de portée. Et Léonie est ma sœur. Elle vit à Bordeaux, en France. Elle n'était pas venue à un seul week-end au chalet depuis 3 ans. Elle n'était pas à ce dîner. J'étais assise à 1 mètre à la droite de mon père. Il a levé son verre. 14 personnes ont bu.
J'ai posé mon verre sur la nappe blanche, avec précaution, sans un bruit. De l'autre côté de la table, tante Delia m'a regardé, non pas avec pitié, ni avec l'embarras théâtral de quelqu'un essayant de simuler de la sympathie. Elle m'a regardé comme un témoin, simplement, fixement, avec la simple reconnaissance qu'elle avait vu ce qui venait de se passer. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas prononcé mon propre nom. J'ai attendu que la conversation à table se soit rétablie, que mon père se soit rassis et que quelqu'un ait fait une blague et que le bruit dans la pièce soit revenu à la normale. Et puis j'ai pris mon petit sac à main derrière ma chaise, je me suis levé et j'ai marché jusqu'au porte-manteau près de l'entrée du restaurant, j'ai pris mon manteau et j'ai retiré mes clés de la petite coupelle en porcelaine de la consigne et j'ai poussé la porte. L'air extérieur sentait la résine de pin et l'eau froide du lac. Il était 20h15. Le soleil était descendu sous la ligne des arbres, mais le ciel au-dessus de l'eau conservait encore une fine ligne de lumière orange pâle à l'horizon. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté, j'ai fermé la porte, puis je me suis assise. Je veux vous parler de ces quelques minutes qui ont suivi car je pense qu'elles sont la partie la plus importante de toute cette histoire. Pas le toast, pas le départ, mais ces minutes passées sur le parking. Il était 20h19 lorsque j'ai regardé mon téléphone. Je connais l'heure exacte parce que je l'ai vérifié sans aucune raison particulière. Il n'y avait pas d'appel que j'attendais. Aucun message que je devais voir, mais parce que ma main l'a cherché comme les mains cherchent quelque chose de familier quand l'esprit a besoin d'un ancrage. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. J'étais assise sur un parking sombre à l'extérieur d'un restaurant au bord du lac des Érables. Et je faisais quelque chose que je ne m'étais jamais complètement permis de faire auparavant. Je regardais la situation avec une honnêteté totale. Pas la version où j'étais hypersensible. Pas la version où c'était un accident qui ne signifiait rien. La version honnête. Mon père s'était levé lors d'un dîner célébrant 35 ans de mariage et avait porté un toast à ses enfants. Il avait prononcé le nom de Michel. Il avait prononcé le nom de Rémi. Il avait marqué une pause et prononcé le nom d'une fille qui n'était pas dans la pièce au lieu de celle qu'il était, qui avait conduit 6 heures pour être là, qui avait fait la réservation, qui avait acheté les fleurs, qui faisait cela sous une forme ou une autre depuis 6 années consécutives. Et pas une seule personne à cette table ne l'avait corrigé. Je suis resté assise là et je me suis autorisé à être fatigué d'une manière que je ne m'étais pas permise depuis très longtemps. Pas la fatigue polie que je décrivais aux gens quand ils me demandaient comment j'allais. La vraie fatigue, celle qui s'accumule, celle qui habite votre poitrine et vos épaules et derrière vos yeux et qui ne disparaît jamais complètement parce que vous en rajoutez chaque juillet. J'ai pensé aux listes d'épicerie. J'ai pensé à Daniel Kowalski et à sa voix prudente au téléphone chaque printemps. J'ai pensé aux 3 magasins à 21h pour l'allergie aux noix de Sacha. J'ai pensé aux tournesols et aux dahlias blancs dans les vases en verre sur la table que j'avais dressée au chalet ce matin-là avant de me rendre au restaurant. Comment mon père avait traversé cette pièce en sortant et n'avait rien dit. Pas rien de cruel, juste rien. J'ai pensé à une séance avec le docteur Léandré en mars. Elle m'avait demandé doucement et sans pression ce que j'attendais. Je n'avais pas pu répondre. J'avais dit quelque chose de vague sur le fait de vouloir que mon père reconnaisse l'effort. Elle avait attendu. J'avais réessayé. J'avais dit que je voulais avoir l'impression de compter pour lui comme Michel et Rémi comptaient pour lui. Elle avait attendu encore. Je n'avais toujours pas pu le nommer avec plus de précision. Assise sur ce parking à 20h19, je pouvais le nommer exactement. J'attendais qu'il prononce mon nom comme si j'étais quelqu'un dont il était heureux de la présence dans la pièce. Non par obligation, non parce qu'il avait parcouru une liste de contrôles et était arrivé au 3e élément. Vraiment, spécifiquement parce que j'étais Rosalie et que j'étais sa fille. Et ces deux faits combinés le rendaient heureux que j'existe et que je sois présente. Je voulais être désiré dans le sens spécifique et nommé. Non seulement toléré, non seulement présumé, mais désiré. Rosalie est là. Bien. J'ai compris, assise sur ce parking dans l'obscurité avec la ligne pâle du ciel à l'horizon qui s'estompait, que j'attendais quelque chose qui n'allait pas venir de la manière dont j'avais essayé de le produire. Non pas parce qu'il était incapable d'amour. Mais parce que la façon dont j'avais essayé de gagner en visibilité, tranquillement, efficacement, en me rendant indispensable à une tradition que tout le monde appréciait sans se demander d'où elle venait, était exactement le mauvais langage pour un homme à qui on avait appris que l'amour et la présence devaient être bruyants et réciproques pour être réels. Je parlais une langue qu'il ne pouvait pas entendre, et je la parlais depuis 31 ans,
et je ne m'étais jamais arrêté pour me demander si le problème était le message ou le support. Certaines gentillesses sont des prêts que le prêteur oublie qu'il conserve. J'ai démarré la voiture à 20h23. Je ne suis pas retourné au restaurant. J'ai conduit jusqu'au chalet et j'allais y faire mes bagages. Cela a pris 31 minutes sur une autoroute tranquille, les deux fenêtres baissées. L'air était frais et sentait la fin de l'été. Je me suis garé dans l'allée en gravier et je suis entré, puis je suis monté à l'étage dans la chambre avec une seule fenêtre donnant sur l'eau. La chambre que j'avais réclamée chaque année sans demander parce que personne d'autre n'avait jamais pensé à la réclamer pour moi. J'ai remis mes vêtements dans le sac en 11 minutes. J'ai toujours fait mes valises efficacement. J'ai pris la boîte de thé Earl Grey de la table de nuit, celle avec une petite bosse sur le couvercle où elle était tombée il y a des années, et je l'ai mise dans la poche extérieure de mon sac. J'ai fermé le compartiment principal. Je suis resté un instant dans la pièce, le sac à la main, et j'ai pensé à laisser un mot. J'y ai pensé sincèrement parce que je ne suis pas une personne qui aime inquiéter les gens et je savais que ma mère s'inquiéterait et je savais que partir sans un mot était quelque chose dont je devrais rendre compte éventuellement. Je suis resté là et j'ai commencé à composer la note dans ma tête et ce que j'ai remarqué, c'est que la note que je composais était une explication, une justification. Un document soigneusement réfléchi conçu pour rendre mes sentiments compréhensibles à des personnes qui avaient démontré à plusieurs reprises qu'elles les recevraient, les recadrerait comme une réaction excessive et redirigerait la conversation vers autre chose. J'avais déjà écrit cette note de nombreuses fois par SMS et lors d'appels téléphoniques et de conversations de cuisine que j'avais préparées avec soin et qui s'étaient terminées par le fait que je me sentais plus petite qu'au début. Je n'allais pas l'écrire à nouveau. J'ai porté le sac en bas. Je l'ai posé près de la porte d'entrée. Je suis allé à la cuisine et je suis resté là. Je laissais derrière moi tout ce que j'avais acheté pour le week-end. Les provisions dans le garde-manger, la bonne huile d'olive que j'avais cherchée à 20 minutes de détour dans une épicerie fine de la ville parce que je me souvenais que mon père avait mentionné une fois qu'il aimait un type particulier. La bouteille de Côte-du-Rhône que j'avais emballée dans du papier bulle au fond de mon sac pour le voyage. J'ai regardé tout cela et je n'ai ressenti aucun attachement particulier. C'était juste des choses. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appelé Petra. Elle a décroché au deuxième coup. « Salut », a-t-elle dit. « Je pars », ai-je dit. « Du chalet. Je rentre chez moi ce soir. » Il y eut une pause, un battement, pas inconfortable. Petra est l'une des rares personnes de ma vie qui ne ressent pas les silences de manière réflexe. « Tu vas bien », a-t-elle dit. « Oui », ai-je dit. « Bien, dans le vrai sens du terme, pas dans le sens de « ça va ». « Bien », a-t-elle dit. Tu as besoin que je sois éveillé quand tu arriveras. Non, je voulais juste que quelqu'un sache que j'étais en route. D'accord, a-t-elle dit. Conduis prudemment. Envoie-moi un message quand tu seras à 1h. C'était tout. Aucune démonstration d'alarme. Aucune question à laquelle j'aurais dû répondre en étant debout dans la cuisine de quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Juste, conduis prudemment. Envoie-moi un message quand tu seras proche. J'ai raccroché, j'ai pris mon sac et j'ai franchi la porte d'entrée du chalet du lac des Érables pour la dernière fois. Et je n'ai pas regardé l'eau. Je veux vous dire quelque chose sur le retour en voiture parce que je pense que c'est important. Je m'étais attendu à pleurer à un moment donné sur cette autoroute de 6 heures. Je m'étais attendu à ce que le chagrin me trouve vers la 2e heure, lorsque l'adrénaline de la décision s'estomperait et que le poids de ce que je faisais s'installerait. J'avais apporté des serviettes supplémentaires dans la console de ma Honda pour cette raison exacte, glissées sous le thermos argenté que j'emporte au travail. Ce n'est pas venu. Non pas parce que je le retenais, mais parce que ce n'était pas là comme je m'y attendais. Ce que j'ai ressenti à la place, quelque part vers la 3e heure sur la 6 Sud, la radio éteinte et la nuit plate et sombre des deux côtés de l'autoroute, était quelque chose que je ne peux décrire que comme structurel. Comme un bâtiment qui s'est appuyé sous pression pendant des années et qui est enfin libéré de ce contre quoi il s'appuyait, non pas un effondrement. Un réalignement, le calme particulier de quelque chose qui a été tendu pendant très longtemps et qui est autorisé à reprendre sa forme réelle. Je suis rentré chez moi à 2h47 du matin. J'ai préparé du thé dans la bouilloire en cuivre sur ma cuisinière et je me suis assise à ma propre table et j'ai regardé mon propre appartement. Le petit certificat encadré de l'examen de licence d'architecte paysagiste au mur au-dessus de mon bureau. Le bol en porcelaine sur le comptoir de la cuisine où j'avais laissé tomber mes clés.
La pile de plans de sites sur lesquels j'avais travaillé avant le voyage. Et j'ai senti plus que tout que j'étais au bon endroit. La famille sans respect devient un droit acquis. Et le droit acquis prend des dents au moment où vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Je n'ai pas dormi avant presque 5 heures. Je me suis allongé dans mon propre lit dans mon propre appartement et j'ai laissé la décision s'installer en moi sans essayer de la remettre en question, de la renforcer ou de la justifier auprès d'un public imaginaire. C'était fait. Je l'avais fait. La route était réelle. Les clés étaient dans le bol en porcelaine. Le chalet était derrière moi. Le deuxième jour, un message est arrivé de mon père. Il disait, « Rosalie, où es-tu allée samedi ? Nous n'avons pas réalisé que tu étais partie. Ta mère s'inquiète. Fais-nous savoir que tu vas bien. » Je l'ai lu 3 fois. Il avait tapé mon nom correctement. Rosalie. Les 3 syllabes dans le bon ordre avec un R majuscule. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine et j'ai fait des toasts et les ai mangés debout à la fenêtre, regardant le parking en contrebas. Et j'ai pensé, il connaît mon nom. Il a toujours connu mon nom. Il n'a simplement pas pensé à le dire quand la pièce était pleine et que tous les regards étaient sur lui. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Je n'ai pas répondu le lendemain. Le 5e jour, un dimanche à 9h14 du matin. Mon téléphone a sonné et c'était Tante Delia. J'ai décroché. J'ai pensé à samedi depuis que je suis rentré, a-t-elle dit. Je veux que tu saches que j'ai vu exactement ce qui s'est passé. Je sais, ai-je dit. Tu m'as regardé. Oui. Une pause. Comment vas-tu ? Je vais bien, ai-je dit. Vraiment bien, pas juste ça va. Bien, a-t-elle dit. Et puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit, je veux te dire quelque chose à propos de ton père, et je veux que tu l'entendes non pas comme une excuse, mais comme une information. Ton grand-père, Gérard Père, était un homme qui ne remarquait que les gens qui exigeaient d'être remarqués. Il n'avait aucune capacité d'amour silencieux. Aucune. Si tu ne performais pas pour lui, tu n'existais pas pour lui. Ton père a grandi dans cette maison. Il n'a pas choisi d'apprendre ce schéma. Il n'a simplement jamais eu personne pour lui en enseigner un autre. Cela se transmet de famille en famille comme une mauvaise posture. Tu ne décides pas de le porter, et la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils le transmettent à la personne suivante. Je suis resté longtemps avec cette pensée. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille m'offrait une explication sur mon père qui n'était pas simultanément une excuse destinée à me ramener à la table. Tante Delia ne me disait pas cela pour que je lui pardonne et que je revienne. Elle me le disait parce que c'était vrai et parce qu'elle pensait que je méritais d'avoir la vraie version de l'histoire plutôt que juste ma moitié. Je sais, ai-je dit. Je l'ai compris par fragments depuis un certain temps. Je ne cessais de penser que si je continuais à me montrer et à construire des choses, finalement quelque chose changerait. Elle a dit, cela pourrait changer, mais pas parce que tu continues à organiser les étés au chalet. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise à ma table de cuisine pendant longtemps. La bouilloire en cuivre était sur la cuisinière. La boîte d'Earl Grey était sur le comptoir. Dehors, par la fenêtre, le matin était ordinaire et entièrement le mien. J'ai répondu au message de mon père 11 jours après qu'il l'eut envoyé. Je l'ai fait court. J'ai dit que j'étais en sécurité et que j'avais besoin de temps et que je le recontacterais quand je serais prête à avoir une vraie conversation. Je n'ai pas expliqué, ni m'excusé, ni ajouté les qualificatifs adoucissants que j'aurais ajoutés il y a un an. Je l'ai envoyé, mis le téléphone dans la poche de mon manteau et je suis allé au café à 2 pâtés de maison de mon appartement et je me suis assise dans un coin et j'ai lu pendant 1 heure. Mon frère Michel m'a envoyé un message à la mi-juin, « Salut, tu t'occupes du chalet cette année ? » Personne n'a rien réservé. J'ai répondu, « Je ne m'en occupe pas cette année. Tu devras coordonner avec Daniel si tu veux que ça se fasse. Je t'enverrai son numéro. » Il a répondu, « Oh, d'accord. Tu as son numéro ? » Je lui ai envoyé le numéro de Daniel Kowalski. 3 semaines plus tard, Rémi m'a envoyé un message. Il a dit que les dates de juillet au lac des Érables étaient déjà prises. Quelqu'un d'autre avait loué le chalet et la propriété de ce cours qu'il avait regardé en ligne dépassait ce qui était raisonnable à dépenser. Il n'était pas hostile dans le message. Il rapportait juste l'information comme Rémi rapporte l'information, avec l'hypothèse implicite que je la recevrais et produirais une solution.
Il avait fait ça toute sa vie. Nous avions tous, à notre manière, appris à diriger nos problèmes logistiques vers moi parce que les problèmes y trouvaient toujours une solution. Je suis resté un instant avec mon téléphone après l'avoir envoyé et j'ai attendu de me sentir coupable. La culpabilité n'est pas venue. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus silencieux, une reconnaissance que j'avais passé des années à gérer les sentiments que d'autres personnes ressentaient lorsqu'elles découvraient que quelque chose sur quoi elles comptaient sans reconnaissance n'était plus disponible. J'avais absorbé cette gestion comme si c'était ma responsabilité, comme si la perturbation causée par mon absence était la preuve de ma cruauté plutôt que la preuve de ce qui avait été tenu pour acquis. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau et je suis retourné au plan de sites sur lesquels je travaillais avant qu'il ne sonne. L'été a continué. J'ai terminé le projet de jardin sensoriel à l'école primaire du quartier et à Lyon fin août. J'y travaillais depuis 8 mois. Un espace extérieur conçu pour les enfants ayant des différences de traitement sensoriel, avec des chemins de pierre texturés et des plantations basses de lavande, de camomille et de thym citronné que les enfants pouvaient toucher et sentir. Conçu pour drainer correctement afin qu'ils ne s'accumulent pas dans le coin nord-est où le sol était le plus lourd. Il y avait 2 petits bancs positionnés à hauteur d'enfant. L'empreinte totale était de moins de 370 mètres carrés, et cela avait demandé plus de considération de conception par mètre carré que tout autre projet sur lequel j'avais jamais travaillé. Le matin suivant l'installation, j'ai conduit avant 7 heures pour le voir. La lavande le long du chemin sud avait été installée exactement comme il fallait. En me garant sur le parking, une fille d'une des premières classes était déjà accroupie au bord de la section de camomille, le visage à environ 5 cm des fleurs, pressant doucement son nez dans l'une des fleurs blanches. Son sac à dos était toujours sur son dos. Son professeur se tenait à quelques mètres d'elle, la regardant. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur éteint, et je ne suis pas entré. J'ai observé pendant environ 4 minutes depuis le parking. La fille s'est finalement levée, a ajusté les bretelles de son sac à dos et a marché vers l'entrée de l'école sans regarder en arrière le jardin. Son professeur a suivi. Le jardin était juste là, terminé, debout, conservant sa forme sans que personne ne le regarde. J'ai pensé à cela sur le chemin du travail. Aux choses que l'on construit et qui ne nécessitent pas que l'on se tienne à côté pour les expliquer. À la différence entre un travail qui a besoin de vous et un travail qui tient. Petra et moi avons dîné 2 fois cet été-là, les 2 fois chez elle. Les 2 fois sur le sol de la cuisine avec des contenants à emporter entre nous parce que nous mangeons sur le sol de la cuisine depuis nos 24 ans et n'avons jamais réussi à ressentir la même chose pour les tables à manger. La 2e fois, fin juillet, je lui ai raconté l'échange de messages avec Rémi et l'échec du chalet. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Qu'est-ce que ça fait d'imaginer qu'ils essaient de le faire sans toi ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Quelque part entre la tristesse et le soulagement. J'ai dit, plus soulagé. C'est un progrès, a-t-elle dit. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que je suis juste fatigué. Les 2 sont vrais en même temps, a dit Petra. Ils ne s'annulent pas mutuellement. Elle a sorti un carton de pad thaï. Dehors, par sa fenêtre, la soirée d'été était orange et lente. J'ai réfléchi à ce que cela ferait de retourner réserver le chalet, de faire la liste, de conduire 6 heures vers le nord pour redevenir l'architecture de quelque chose qui ne levait pas les yeux pour remarquer sa propre fondation. Je n'ai pas trouvé le sentiment qui me donnerait envie de le faire. J'ai appelé mon père fin octobre, un dimanche à 11h14 du matin, après avoir terminé mon café et examiné les plans de site d'un nouveau jardin résidentiel sur lequel je commençais à travailler. Et j'ai ressenti pour la première fois que j'avais quelque chose à dire plutôt que quelque chose à survivre. Il a répondu au 2e coup. Nous avons parlé pendant 42 minutes. C'était inconfortable de la manière à laquelle je m'attendais et de certaines manières auxquelles je ne m'attendais pas. Il m'a dit que le dîner d'anniversaire avait été difficile à gérer avec tant de monde, qu'il avait été nerveux pour le toast, qu'il n'avait pas réalisé que j'étais parti avant de me chercher plus tard dans le repas. Il a dit que ma mère avait été contrariée. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne lui avais pas simplement dit quelque chose. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, tu as porté un toast à tes enfants et tu as dit 3 noms. Aucun d'eux n'était le mien. J'étais assise à 1 mètre à ta droite. Il est resté silencieux. Je sais que ce n'était pas délibéré, ai-je dit. Je ne dis pas que c'était délibéré. Je dis que c'est arrivé et que c'est arrivé parce que tu ne m'as jamais vu comme tu vois Michel et Rémi, et j'ai passé toute ma vie à construire des choses en silence pour essayer de changer cela,
et j'en ai fini avec ça. Il a dit après une longue pause, je n'avais pas réalisé. J'ai dit, je sais, c'est exactement ce avec quoi je suis resté. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je n'en avais pas besoin. Je n'appelais pas pour obtenir des excuses qui scelleraient le sujet et nous permettraient de revenir à ce qui avait toujours été. J'avais passé suffisamment de temps avec le docteur Léandré pour comprendre que je ne méritais pas la version parfaite, celle où il dit exactement ce qu'il faut et où je me sens vu, et où nous nous serrons la main à travers la distance et acceptons d'avancer différemment. Cette version existe dans les films sur les familles, pas dans les familles elles-mêmes. Les vraies familles ne se résolvent pas en un seul appel téléphonique. Elles se résolvent lentement, ou partiellement, ou pas du tout. Et vous devez décider avec quoi vous pouvez vivre de chaque côté de ces issues. Ce que je faisais lors de cet appel de 42 minutes un dimanche d'octobre était quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. J'appelais parce que j'avais passé 31 ans à être invisible pour lui, de la manière discrète et spécifique dont les filles deviennent invisibles pour les pères qui n'apprennent jamais à aimer les enfants qui ne le demandent pas. Et j'avais décidé que si quelque chose de réel devait exister entre nous à l'avenir, cela devrait commencer par l'endroit où j'avais dit la vérité sans la masquer, sans en adoucir les contours, sans lui faciliter la tâche d'éviter le sujet. Nous avons terminé l'appel sans résolution. Je m'y attendais. Mon père n'est pas un homme qui change de cap en un seul appel téléphonique. Il a besoin de temps avec les choses. Il peut ou non revenir sur celle-ci. Je ne peux pas prédire lequel. J'ai cessé d'investir dans la prédiction. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai fait le lendemain matin. J'ai conduit jusqu'à l'école primaire du quartier et avant le début des cours et j'ai traversé le jardin sensoriel comme il se doit pour la première fois. Je me suis accroupi sur le chemin de lavande et j'ai posé ma main à plat sur la pierre chaude et j'ai pensé à tout ce que j'avais construit dans ma vie qui avait conservé sa forme sans que je sois à côté pour en expliquer la valeur. Il y avait beaucoup de choses sur cette liste. Les étés au chalet n'y figuraient pas. Il y a une différence entre partir et être chassé. Je veux que ce soit clair car je sais comment cette histoire peut sonner quand on fait partie d'une famille comme la mienne. Quand quelqu'un quitte un chalet au milieu de la nuit et n'appelle pas pendant 11 jours, puis appelle son père en octobre et dit la chose difficile sans détour. Cela ressemble, sous certains angles, à une punition. Comme une femme qui n'a pas pu supporter une petite erreur et a choisi de faire souffrir tout le monde pour cela. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement arrêté. J'ai arrêté d'organiser les week-ends. J'ai arrêté de bâtir les traditions. J'ai arrêté d'être l'architecture d'un été familial qui ne voyait pas qui maintenait les poutres. Et ce qui s'est passé quand j'ai arrêté, ce n'est pas que la famille a souffert. C'est que l'été ne s'est simplement pas concrétisé parce que cela n'avait jamais vraiment été un effort familial. Cela avait été l'effort d'une seule personne acceptée comme ambiant. La façon dont les familles acceptent la chaleur et la lumière comme ambiante sans penser à la source. La famille sans respect devient un droit acquis. Et le droit acquis prend des dents au moment où vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Je vois toujours le docteur Léandré toutes les 2 semaines. Elle a dit quelque chose lors de notre séance de novembre que j'ai écrit dans l'agenda relié en cuir que je garde sur mon bureau au travail, entre une note de mesure de site et un rappel d'appel client. Elle a dit, le public le plus important pour la vie que vous construisez, c'est vous. J'y pense quand je passe devant le jardin sensoriel et que je le vois debout sans moi. Certaines personnes ne savent aimer que ce qu'elles peuvent contrôler. Mon père m'aime. Je le crois dans le sens factuel et simple. Il a aussi appris à aimer dans un langage qui exige que l'être aimé soit bruyant. Et je n'ai jamais été bruyante. Et j'ai passé 31 ans à me tenir responsable de la distance entre nous comme si c'était un échec de mon calme plutôt qu'une limite de sa capacité de compréhension. Je ne fais plus cela. Le pardon n'est pas un accès. La compréhension n'est pas une réunion. La compassion n'est pas une clé de ma porte d'entrée. Perdre une illusion est toujours mieux que de vivre à l'intérieur d'une. Je ne suis pas allé au lac des Érables cet été-là. Je suis allé travailler et j'ai conçu des choses et j'ai dîné par terre avec Petra et j'ai dépassé la lavande un samedi matin et j'ai regardé un enfant sentir la camomille pour la première fois. C'était suffisant. C'était plus que suffisant.